Bonsoir à tous et bienvenue sur ce petit live sur Autorin Live. Et du coup, ce soir, c'est Bernard Moreau que nous allons écouter qui va nous présenter son roman. Donc, bonsoir à Stéphie Wolfoter. Et Bernard, je te laisse te présenter. Alors bonsoir Amélie, bonjour tout le monde. Je suis, oui, ou avant de commencer, ce que je tiens, c'est à te remercier Amélie pour ce que tu fais pour aller à la pêche aux auteurs inconnus. C'est vraiment une bonne idée et je crois que oui, ces auteurs qui sont noyés dans un océan d'informations, donc tenter de leur sortir la tête de l'eau, c'est vraiment généreux de ta part. Merci beaucoup. Alors donc, euh, Eh bien, comme tu me demandais, je vais me présenter. Je suis quelqu'un qui est né dans une famille de paysans. Et comme je ne savais pas quoi faire d'autre, j'ai adopté le même métier que j'ai pratiqué pendant 25 ans. Pendant cette période, en, en 1981 exactement, alors que j'avais 27 ans, j'ai réalisé dans la salle de traite de la ferme une expérience extraordinaire, incroyable, complètement folle. Cette expérience m'a permis de déclencher une série d'états modifiés de conscience et assez puissants pour me permettre de développer des capacités nouvelles, comme par exemple la télékinésie. Alors je suis quelqu'un d'introverti, mais tout naturellement, lorsque j'ai vécu ça, j'ai essayé de le raconter à mes proches. Mais vu leur rejet, bon, à vrai dire c'est normal, j'ai vite compris qu'il fallait que je garde le silence si je ne voulais pas finir à l'HP. Même aujourd'hui, c'est encore le cas. Je n'arrive pas à parler de cette histoire. Je ne pense pas que ce soit un manque d'intérêt, mais que personne n'arrive à croire un récit pareil. Donc, je me suis donc imaginé arriver à la dernière heure dans la même situation, et que le fait de ne pas avoir réussi à communiquer cette expérience devienne mon principal regret sur mon lit de mort. Tant et si bien que je passe l'arme à gauche et arrivé de l'autre côté, au lieu de suivre le circuit normal qu'empruntent les âmes, je cherche une personne compatible pour lui transmettre tout ce que je sais. Et c'est comme cela que je tombe sur Marie, jeune lycéenne qui prépare son bac blanc et qui rêve devant sa feuille blanche. Je lui saisis la main et j'écris sur sa feuille au secours. Tu as compris, c'est ce qu'on appelle l'écriture automatique. Et voilà comment débute mon roman Dialogue avec un esprit. C'est une fiction écrite à partir d'une histoire vraie. D'accord. Et du coup, depuis combien de temps tu écris? Alors, bien, ce roman a pris beaucoup de temps, puisque j'ai commencé par justement écrire, raconter ce que j'avais vécu. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu l'idée d'insérer ça dans un roman, dans une fiction, pour bien que ça passe mieux, parce qu'effectivement, quelque chose qui est complètement fou, raconter ça directement à la première personne, c'est très difficile, ça passe plus facilement dans un roman, quoi. Et du coup, tu es chez Echo Édition. Pourquoi avoir choisi cette maison d'édition? Eh bien, parce que c'est un éditeur qui a accepté de, de m'éditer à compte d'éditeur et non à compte d'auteur, comme beaucoup aujourd'hui le font. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette maison d'édition, hein. Et du coup, bah, je vais te laisser nous présenter ton roman. Oui, alors j'ai présenté l'entrée en matière, le début du roman. Alors, je ne sais pas si tu connais le livre de Catherine et Daniel Favre, Naissance du quatrième type. Donc, Euh, les auteurs, docteurs en neurosciences, nous expliquent que nous avons vécu jusqu'à ce jour trois grandes naissances. Donc, la première, c'est le Big Bang, autrement dit la création de l'univers.
La deuxième, c'est la formation de la première cellule, quand des acides aminés se sont enfermés pour la première fois derrière une membrane. Donc c'est le début du monde vivant. La troisième naissance, c'est quand l'homme a pris conscience de son existence, quand l'homme a commencé à réfléchir, donc avec les neurones miroirs, c'est donc la naissance de la conscience. Donc ce livre écrit en 1990 nous démontre que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous vivions dans un futur imminent une quatrième naissance. C'est d'une importance et d'une portée aussi fondamentale qui nous ferait faire un bond en avant, transformant radicalement notre existence. Ce que j'ai écrit, Dialogue avec un esprit, est en quelque sorte une version personnelle de naissance du quatrième type. Pour le dire autrement, l'humanité, sous sa forme de réalité matérielle, a accumulé depuis l'origine des temps une telle quantité d'informations, de connaissances, de découvertes, qu'elle arrive à son terme sous cette forme. Elle a rassemblé tous les éléments nécessaires pour naître à autre chose, à une autre dimension. Et comme pour toute gestation, quand le terme arrive, la matrice commence le travail et se contracte de plus en plus fort pour pousser le fœtus vers la sortie. C'est l'accouchement qui commence. Il est plus facile de comprendre cela aujourd'hui avec ce que nous vivons depuis un peu plus d'un an et avec cette soi-disant pandémie. Alors, nous sommes de plus en plus oppressés, privés de liberté, etc. Alors, pour compléter ce tableau et expliquer en quelques phrases ce que j'ai compris pendant mon expérience, je dirais que nous fonctionnons comme ce fou qui cherche sous un réverbère. Il y a un passant qui y arrive et qui lui demande ce qu'il a perdu. Donc le fou lui répond, j'ai perdu ma pièce d'or, le seul trésor que je possède. Alors l'homme se met à chercher avec lui, mais après quelques minutes passées sans résultat, il interroge à nouveau le fou. Où étiez-vous exactement quand vous avez perdu cette pièce? Alors le fou lève le bras pour désigner un point au loin dans l'obscurité, là-bas. Voilà comment nous fonctionnons. Nous cherchons, comme ce fou, à la lumière extérieure, ce que nous avons perdu dans l'obscurité intérieure. Nous cherchons à résoudre les problèmes extérieurs, alors qu'à l'extérieur, il n'y a que des effets. Les causes sont à l'intérieur de nous. Nous fonctionnons en quelque sorte comme la médecine allopathique. Nous cherchons à soigner les effets sans modifier les causes. Nous ne comprenons pas que tout ce que nous créons commence par une simple pensée. Tous nos faits et gestes, toutes nos actions, toutes nos communications conscientes sont la conséquence de ce que nous avons pensé, imaginé, rêvé auparavant. Tu connais, Amélie, la célèbre phrase de René Descartes. Je pense, donc je suis. En fait, c'est surtout son corollaire qui est le plus important et à regarder et à garder présent à l'esprit. Je pense, donc je suis. Donc, je suis ce que je pense. Je suis exactement ce que je pense. Puisque je suis à l'instant présent, précisément, la somme des pensées que j'ai réalisées dans le passé. Voilà l'essentiel à comprendre. Voilà ce que mon expérience réalisée dans ma salle de traite m'a permis de comprendre. À partir de là, j'ai passé ces 40 dernières années à intégrer cette nouvelle donnée dans mon référentiel. Autrement dit, à chercher une nouvelle cohérence. Si une pensée reste cantonnée au niveau du mental, hors du temps et de l'espace, elle est sans effet dans notre réalité. Mais dès qu'elle se réalise dans notre dimension, elle devient énergie. Énergie inconsciente si cette pensée est portée par un sentiment, une émotion, une sensation, ou énergie consciente si elle constitue un projet réalisé en conscience. Je ne sais pas si tu saisis les conséquences de tout ceci, mais surtout si tu perçois le déséquilibre énorme qui existe dans notre mode de fonctionnement. D'un côté, nous sommes capables d'envoyer un robot sur Mars, et de l'autre, notre difficulté à comprendre et à intégrer pleinement que penser, c'est créer. D'un côté, nous sommes capables de prouesses titanesques, mobilisant de l'ingénierie et des technologies extraordinaires, dans la mesure où elles sont utilisées à l'extérieur de nous. De l'autre, notre difficulté à chercher la même cohérence intérieure
pour nous structurer. Mais aussi notre manque de volonté à appliquer la même rigueur qu'à l'extérieur pour dénicher en nous le petit détail laissé au hasard. Alors que, comme le rappelle l'adage populaire, le diable se cache dans les détails. Un autre livre m'a beaucoup inspiré également, c'est celui de Christian Boiron, intitulé La source du bonheur est dans notre cerveau. L'auteur y décrit le fonctionnement de notre cerveau et nous démontre dans un langage simple et facile à lire par tous que notre bonheur n'est pas un sujet philosophique, mais directement lié au bon fonctionnement de notre cerveau. Si notre conscience se maintient dans le néocortex, tout se passe bien. Nous sommes nous-mêmes. Hélas, et je pourrais dire malheureusement, mais il est plus juste de dire par inconscience, nous nous situons la plupart du temps dans notre cerveau limbique. Et c'est cela qui fait toute la différence, puisque dans cette position, nous nous contentons de répéter les automatismes sans parvenir à corriger nos erreurs et nos excès. Pour mieux comprendre cela, as-tu remarqué, Émilie, qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, créer quelque chose, tu commences par l'imaginer, le rêver. Même un geste tout simple, comme écrire ton prénom sur une feuille de papier, dans un premier temps, tu t'imagines écrire ton prénom, ensuite tu le réalises. Pour cet exemple tout simple, c'est vrai la première fois seulement, puisque ça devient très vite un automatisme, enregistré donc dans le cerveau limbique et réalisé instantanément comme un réflexe. Mais pour prendre un exemple plus parlant, supposons que tu veuilles faire construire une maison neuve, tu vas essayer de t'imaginer dans cette maison, comme dans un rêve éveillé, hors du temps et de l'espace. Tu vas réfléchir dans quel type de maison tu te sens à l'aise, où tu es bien, autrement dit, euh, quelle forme de maison, quels aménagements, quels matériaux, quelles couleurs, etc. En quelque sorte, tu vas imaginer tout ce qui fait chanter ton âme. Ensuite, sans t'en rendre compte, ton mental s'empare de ton rêve et il s'active à le compléter, à l'amender, à le développer, jusqu'à réussir à le réaliser en 2 dimensions, sur des plans. C'est le travail du maître d'œuvre, et ainsi de suite, jusqu'à la réalisation complète. Mais pour mener bien ce projet, il aura fallu, d'un bout à l'autre de ce long travail de préparation ou de gestation, entre guillemets, résoudre chaque problème qui se présente pour passer à l'étape suivante. La réussite du projet en dépend. Autrement dit, son passage de l'imaginaire à la réalisation concrète. À partir de cet exemple, peut-on en déduire une condition particulière ou une règle qui conditionne la réussite de tous nos projets, du plus simple au plus complexe? En plus, évidemment, de la volonté, qui est prépondérante et indispensable d'un bout à l'autre du processus. La réponse que je propose, c'est la cohérence, la nécessité de cohérence. Si ton projet n'est pas cohérent, il devient irréalisable, ou tout au plus, il devient éphémère. Cela dit, j'ouvre une parenthèse pour faire une petite remarque en passant. Nos projets prennent leur source dans l'imaginaire, ceci veut dire qu'à ce stade, ils ne sont pas réalité. S'ils ne sont pas réels, cela veut donc dire qu'ils ne sont pas vrais. Donc, ils sont faux. Donc, ce sont des fake news. Alors, c'est là où je voulais en venir. Il est bon de prendre le temps de vérifier, à chaque fois que nous faisons la chasse aux fake news, qu'il ne s'agit pas en réalité d'une idée nouvelle. Et si j'étais un peu complotiste, je dirais pour enfoncer le clou, une idée nouvelle que certains veulent enterrer. Car pour certains, le monde est très bien tel qu'il est actuellement. Il faut se rappeler que les dominants ne veulent surtout pas que le monde change. Je referme cette parenthèse. Comme je le disais tout à l'heure, la principale condition pour réaliser quelque chose avec la volonté, c'est sa cohérence. Peut-on en déduire pour autant que tout ce qui est réalisé est cohérent? Non, évidemment. Sinon, notre monde serait en harmonie. Chaque réalisation est cohérente, mais cela ne veut pas dire que l'ensemble des réalisations le sont.
Ce n'est donc pas la réalité extérieure qui est critiquable, mais ses concepteurs, lesquels concepteurs se comportent trop souvent comme de grands enfants, inconscients, qui jouent avec des bombes atomiques, avec des virus, etc. Et tout ça parce qu'ils se comportent comme des créateurs inconscients, trop souvent ancrés dans leur cerveau limbique, et de ce fait sans endosser la responsabilité qui est indissociable de la création consciente. Alors pourquoi sommes-nous incapables d'évoluer? Après toutes ces années de réflexion, j'en arrive à cette conclusion, parce que nous refusons de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et vers où nous allons. Les réponses à ces trois questions existentielles conditionnent toute notre façon de penser et au-delà notre vraie dimension. Tant que nous refusons d'y répondre, nous restons dans une bulle sous-lumineuse, autrement dit, dans notre monde matériel, régi par les lois de la physique newtonienne, avec une fracture qui nous sépare d'un au-delà et qui fait l'obstacle à l'intégration de la physique quantique. Ce refus de grandir nous maintient prisonniers de la matrice. Alors comment répondre à ces trois questions existentielles pour sortir de la matrice? Comme je le disais tout à l'heure, le monde extérieur est la conséquence de ce que nous imaginons. Il est donc impossible de trouver la réponse à ces trois questions. Pour le dire autrement, notre monde, ou la vie en général, ressemble à une gigantesque pelote, tout emmêlée. Et comment fais-tu, Amélie, pour démêler une pelote? Eh bien, justement, tu cherches un bout du fil et tu remontes le fil. Or, là, pour cette pelote, il n'y a pas de bout, puisque c'est précisément d'où nous venons et vers où nous allons qui sont les deux bouts du fil. Il nous reste donc la troisième question. Qui sommes-nous? Il est facile de comprendre que nous ne pouvons pas répondre directement à cette question, nous pouvons seulement la cerner au plus près. Pour illustrer cela, si Amélie, tu traces sur une feuille de papier un petit cercle et que tu écris dedans moi, je. Si à côté tu dessines un grand cercle qui représente le monde extérieur, il est facile de comprendre que tu peux être conscient de tout ce qui existe dans le grand cercle, mais comment être conscient de ce qui est dans le petit cercle, puisque tu es le contenu de ce cercle? C'est impossible. Le comble, c'est que le petit cercle, tu l'appelles conscience, alors que le grand cercle, tu le nommes inconscient. Pour aller plus loin, Amélie, quand tu te retrouves seul, en silence, et que tu fermes les yeux, obtiens-tu le silence intérieur? Non, pas instantanément. Tes pensées continuent de défiler devant ton écran intérieur. Comme tu le sais, tu peux prendre du recul et te limiter à les observer défiler, ce qui signifie que tu n'es pas ces pensées. De même, tu ne peux pas éteindre cet écran, comme tu peux le faire pour les écrans extérieurs, à moins de pratiquer de la méditation pendant de longues années. Par contre, autre remarque, si tu regardes les actualités à la télé, tu prends conscience des informations sans qu'il n'y ait transfert d'énergie. Il en est de même pour le mental, même si celui-ci est capable de t'empêcher de dormir. Il n'y a pas pour autant d'échange d'énergie. Alors, poussés dans nos derniers retranchements, qui sommes-nous? Mon expérience réalisée il y a 40 ans m'a permis de comprendre que nous ne sommes pas, que nous sommes au final qu'une énergie vitale. Chaque fois que nous pensons, autrement dit, à chaque fois que nous sélectionnons une pensée, cette énergie vitale suit notre intention et devient cette pensée. Par ce geste, l'énergie vitale qui n'avait pas de sens prend sens et devient cette pensée. Par ce geste banal, anodin, machinal, s'exprime notre libre arbitre et toute notre capacité créatrice. Avons-nous pris pleinement conscience de l'enjeu et des conséquences de cette infime action d'apparence insignifiante? Jusqu'à cet instant présent, j'en doute. Mais maintenant, sommes-nous prêts à comprendre que nous sommes une énergie impalpable, invisible, inodore, sans saveur et silencieuse?
ce qui explique toute la difficulté à en prendre conscience. Sommes-nous prêts à comprendre que personne ne peut venir nous aider puisque nous sommes les seuls acteurs de nos vies? Sommes-nous prêts à comprendre que nous descendons sur Terre pour nous réaliser pleinement? Sommes-nous prêts à comprendre que pour parvenir à se réaliser pleinement, pas besoin d'être le plus fort, mais d'être le plus cohérent? L'avenir le dira. Voilà, je te redonne la parole. Du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Eh bien, tout dépend de ce que justement la vie va m'amener, hein. Pour l'instant, je n'ai pas de projet direct, mais peut-être l'écriture encore, oui, c'est possible. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture? Ah ben, je pense il y a beaucoup de conseils aujourd'hui sur Internet. Il y a des méthodes pour apprendre à écrire, etc. Je pense il est relativement facile aujourd'hui d'avoir un soutien, enfin, de l'aide, disons. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Donc la première, quel était le premier concert où tu es allé? Alors là, je ne suis pas très bon en concert, tu vois, comme je le disais, je suis quelqu'un d'un plutôt introverti et plutôt quelqu'un de justement de solitaire. Donc, bon, si, je suis allé dans des concerts, mais il y a très longtemps, effectivement. Quel est ton talent caché? Ah, talent caché, je ne sais pas, peut-être la patience, oui. Et une chose dont tu ne pourrais pas vivre sans? Le choix. Non, je n'ai pas compris ta question. Une chose dont tu ne pourrais pas vivre Ah, une sans. chose. Ah oui. Bon, je crois que j'arrive à me passer de pas mal de choses, mais bon, bah, je pense que c'est des choses de la vie, hein. Euh, et pour l'instant, je n'arrive pas à me passer de nourriture, même si certains y arrivent. Mais jusque-là, je n'ai pas essayé. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Ah bien, disons que j'aimerais bien retrouver ce que j'ai vécu justement pendant mon expérience il y a 40 ans. Et si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Ah là, c'est pareil, je n'ai pas d'artiste particulier, hein, en tête. Donc, bah, nous allons dire au revoir à notre public de YouTube. Donc, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour nous soutenir. Et vous, si jamais ce roman vous intéresse, les liens sont dans la description. Vous trouverez également les réseaux sociaux de Bernard en description si vous souhaitez communiquer avec lui au sujet de son roman. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine interview. À bientôt. Merci Amélie, au revoir tout le monde.